Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous avais promis pour les 1000 abonnés et qui a mis énormément de temps à arriver, je m'en excuse. Pour ma vidéo des 1000 abonnés, donc je vous avais fait voter entre le top 10 de mes films préférés et ma collection DVD Blu-ray. Vous avez choisi à 68%, ce qui fait pas mal de pourcents, le top 10 de mes films préférés. Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté, vous avez été beaucoup. Je suis très satisfait de ce top que je considère fidèle au cinéma que j'aime. Je précise que c'est mon avis, qu'il est totalement personnel et que vous pouvez très bien ne pas aimer les films qui sont dans cette liste. J'ai fait en sorte de passer sur tout ce qui pouvait s'apparenter à une critique, très peu de technique donc, surtout de l'émotion. Je ne suis pas ici à la recherche d'un argument pour expliquer que le film est bon, non je vous explique pourquoi il m'a marqué. Vous êtes prêts? Allons-y. Numéro 10. Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Ce film a été ma première rencontre avec Alfred Hitchcock. Je devais avoir 10 ans et même déjà sans savoir pourquoi, je sentais que j'avais affaire à un film différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a marqué. Et lorsque j'ai voulu le revoir avec mes yeux de cinéphile, j'ai été transporté. Fenêtre sur cour est un Hitchcock intimiste et brillamment orchestré. On suit Jeff, joué par James Stewart, cloué dans son fauteuil, un pied dans le plâtre, qui observe la vie de ses voisins depuis sa fenêtre. Petit à petit, Jeff commence à avoir des soupçons sur un de ses voisins, le pensant potentiellement meurtrier. Ce film part d'un postulat d'une simplicité monstre pour finir sur l'un des films les plus maîtrisés que j'ai pu voir. C'est absolument incroyable la capacité qu'a Alfred Hitchcock de faire des films parfaitement orchestrés, réglés au millimètre près. Et surtout ce sentiment d'avoir pris une leçon de cinéma à la fin de chaque long métrage. Ce film est à mes yeux absolument immanquable, un subtil mélange d'émotion et de style comme savait les faire le grand maître Hitchcock. Those are just a few of my neighbors. First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. Numéro 9, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Eyes Wide Shut est le dernier film de feu Stanley Kubrick. Ce film suit le personnage de Tom Cruise en dérive amoureuse et sexuelle dans sa ville. Innocemment et au fur et à mesure de mes aventures, il va se retrouver dans une réunion sectaire érotique où il n'est pas le bienvenu. Encore une fois, mes yeux de cinéphile n'ont pas pu s'empêcher d'être en admiration totale devant tant de maîtrise. Adoptant un des formats les plus compliqués à maîtriser au cinéma, à savoir le 1 sur 1, Kubrick suit habilement ses personnages et compose son cadre avec un souci de perfection à en mettre mal à l'aise. Toute la perfection de la mise en scène de Kubrick est d'ailleurs résumée en un premier plan, un plan séquence, absolument bluffant. Ce film m'a profondément marqué, notamment pour avoir su instaurer une ambiance comme très peu de films savent le faire. Kubrick capte parfaitement chaque émotion de son personnage pour nous la faire ressentir. Ce film m'a fait passer par bien des états émotionnels, que ce soit l'enivrance, le désir, la mélancolie, le malaise, l'oppression ou la peur. Tout ce cocktail d'émotions dans un magnifique film porté par un Tom Cruise parfaitement juste donne une expérience de cinéma marquante à jamais. Le grand malheur dans tout ça, c'est que nous ne verrons jamais la vision totale de Kubrick, décédé avant de pouvoir rendre son montage final. Numéro 8, Paris, Texas, de Wim Wenders. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai vu très peu de films de Wim Wenders, mais Paris, Texas a été une expérience absolument bouleversante. Je suis absolument fasciné par la capacité de certains films à partir d'une histoire simple, à créer un suspense et une véritable envie de voir la suite. C'est exactement le cas de Paris, Texas, racontant l'histoire de Travis, un homme en quête existentielle errant dans le Texas à la recherche de l'endroit où ses parents l'auraient conçu. Son frère le retrouve après que Travis n'ait pas donné signe de vie depuis 4 ans. Incapable de parler au début, il finira par renouer une relation avec son frère, mais aussi avec son fils, qu'il avait laissé à ce dernier 4 ans auparavant. Wim Wenders offre ici un film très lent et assez long dont on n'arrive pourtant jamais à se décrocher. Après avoir laissé longuement s'installer l'histoire sur fond de film contemplatif, Wenders offre un dernier acte palpitant de révélation et de péripéties, sans jamais perdre la sève si précieuse et si fragile d'un film sublime, visant toujours juste, notamment dans une fin qui est de celles qui mettent sur le cul. Une de ces fins où, bouche bée, tu regardes le générique défiler avec tout le film qui repasse dans ta tête, dans un sentiment d'admiration mêlé de mélancolie. Paris, Texas est un grand film. Hunter, it's me. I was afraid I'd never be able to say the right words to you in person. So, I'm trying to do it like this. When I first saw you, this time, at Waltz, I was hoping for all kinds of things. I was hoping to show you that I was your father. You showed me I was. Numéro 7,
Les évadés de Franck Darabont. Que dire sur Les évadés ? Que dire de plus que tout ce qui a déjà été dit? Que dire si ce n'est que Les évadés est un grand film, une magnifique fresque sur l'espoir et l'amitié? Franck Darabont adapte Stephen King avec grand brio, avec un casting idéal, une mise en scène sobre mais toujours parfaite pour faire ressentir l'émotion, et autant de scènes cultes et mémorables que de scènes. Dans ce film, on suit Andy Dufresne, joué par Tim Robbins, condamné à purger une double peine de prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant dans la prison de Shawshank. Là, il rencontrera Red, joué par Morgan Freeman, et tous deux se lieront d'amitié au fil des années. Ce film est une pépite, un immanquable orchestré avec talent et tellement émouvant. C'est le plus beau film sur l'amitié et sur la prison qu'il m'ait été donné de voir, parfaitement maîtrisé, qui enchaîne des scènes toutes plus belles et toutes plus touchantes les unes que les autres pour s'achever sur un final magnifique qui prône l'espoir. Les évadés est à voir absolument, c'est une décharge émotionnelle qui fait du bien. Numéro 6, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano. C'est un film que j'ai découvert très jeune et qui m'a d'autant plus marqué. Le film prend place au Moyen-Âge et raconte une enquête menée par Sean Connery sur des meurtres en série dans un monastère. Adapté du roman de feu Umberto Eco, Le nom de la rose est réalisé par le français Jean-Jacques Hano, également connu pour Frères Tigre ou encore Le Dernier Loup. Je suis un grand amateur d'enquêtes policières, aussi l'idée de meurtre en série dans un monastère est particulièrement réjouissante. Phrase à ne pas prendre hors du contexte. Le nom de la rose est un film tout simplement fascinant, mené avec grand talent et très prenant, jusqu'à un dénouement final des plus brillants et glaçants qui pourrait faire froid dans le dos au moins peureux d'entre vous. Le nom de la rose questionne le rapport à la foi, à l'amour mais surtout au savoir et à la culture de manière particulièrement intelligente. Tout le monde devrait voir ce film, c'est à mes yeux un incontournable, un essentiel, un chef-d'œuvre. Numéro 5, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Alors là, c'est encore une autre histoire. Apocalypse Now suit le capitaine Villard, un officier envoyé en mission au Vietnam. J'ai eu la grande chance de découvrir ce film au cinéma lors d'une de ses multiples ressorties. C'était une expérience absolument incroyable que je n'ai vécue qu'une fois et que je ne pense pas revivre de sitôt. Apocalypse Now plonge ses personnages et par la même occasion ses spectateurs dans l'enfer de la guerre et de la folie. Apocalypse Now n'accorde aucun répit à son spectateur, on ne peut que vivre ce film aussi insoutenable que saisissant. Je dis avoir vécu une expérience hors norme car ce film m'a rendu malade, littéralement. Pendant la séance, au fur et à mesure que l'ambiance poisseuse s'installait, je commençais à suer, à avoir mal au ventre et au crâne. Jamais un film n'a autant joué avec moi, jamais un film n'a fait de moi un de ses personnages. Seulement, Apocalypse Now. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. Numéro 4, Invictus de Clint Eastwood. À part ces westerns, et c'est quelque chose de très personnel, j'aime le cinéma de Clint Eastwood. Aussi j'aurais pu mettre ce film comme j'aurais pu en mettre plein d'autres. J'aurais pu mettre un autre Eastwood si Invictus n'avait pas été mon premier du bonhomme. J'aurais pu mettre un autre Eastwood si ce film n'avait pas éveillé en l'enfant que j'étais, alors âgé de 8 ans environ, une profonde admiration pour Nelson Mandela, alias Madiba. Ce film prend place pendant les premières années de présidence de Nelson Mandela, depuis son élection jusqu'à la Coupe du Monde de rugby de 1995 prenant place en Afrique du Sud. Le film montre comment Madiba a su rehausser l'espoir d'un pays à travers son équipe nationale de rugby, mais il raconte aussi la lutte d'un homme pour des semblables qui ne le méritent pas. Invictus dresse un portrait de Mandela parfaitement juste et poignant, porté par un Morgan Freeman taillé pour le rôle. Clint Eastwood saisit toute la complexité d'un homme et de son pays à travers cette Coupe du Monde de rugby de 95. Le film est un hymne à l'espoir, on en ressort avec l'envie de se battre malgré les coups encaissés. La séquence du match final où tout le stade chante pour son équipe m'a marqué à jamais et me tire les larmes à chaque visionnage. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Heads up! Look in my eyes. Do you hear? Listen to your country. 7 minutes. 7 minutes. Defense, defense, defense.
This is it! This is our destiny! Come on, come on! Come on, now! Et à présent, moment très solennel, car nous rentrons dans le top 3. Numéro 3, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Michel Gondry, réalisateur franco-français au style particulier, reconnu pour faire des effets spéciaux avec 3 bouts de ficelle, s'aventure aux USA. Il y tourne Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind raconte l'histoire de Joel, un citoyen à la vie monotone qui décide un jour, sur un coup de tête, de prendre un train pour la plage au lieu d'aller travailler. Dans son train, il rencontrera Clémentine, une jeune femme pleine de vie et d'envie qui redonnera goût à son existence. Film de science-fiction au concept novateur que je n'ai pas évoqué ici pour ne rien vous gâcher, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est une pépite cinématographique dont la déferlante d'émotions n'a d'égal que sa compréhension de l'amour. Le simple ok final résume à lui seul tout le message du film et la manière dont Michel Gondry a brillamment cerné ce complexe sentiment qu'est l'amour. Film à twist, Eternal Sunshine of the Spotless Mind laisse bouche bée, totalement submergé par une maîtrise et un sens narratif hors du commun, signé d'une main de maître par Michel Gondry. You won't believe it. She's there with this guy, this really young guy, and she looks at me like she doesn't even know who I am. Excuse me? Can I help you find something, sir? Numéro 2, Rocky, de John J. Avildsen. Et c'est le film que j'ai découvert le plus récemment de toute cette liste. Rocky raconte l'histoire d'un jeune boxeur inconnu, en quête d'accomplissement, qui se fera sélectionner presque par hasard par le champion du monde Apollo Creed pour un duel. On suit le combat de Rocky pour se faire un nom et son acharnement pour déjouer tous les pronostics et battre le champion du monde. Ce film, porté et écrit par Sylvester Stallone, est un hymne à la persévérance. Il serait dommage de réduire la saga Rocky à de simples films de boxe, car il s'agit en réalité de véritables drames sociaux et familiaux. Même si la plupart des suites ne déméritent pas, le tout premier Rocky reste l'incontournable, le film qui a révélé Sylvester Stallone. Un film tourné à l'arrache et très souvent sans autorisation, sorti de nulle part, et pourtant un grand chef-d'œuvre du 7e art. Rocky est le symbole même de la lutte pour accomplir ses rêves, c'est un film puissant et marquant. My house. Huh? What's the matter? You don't like my house? My house stink? That's right, it stinks! I asked no favors from you! Don't slum around me! Talk about your pride. What about my pride, Mick? At least you had a pride! I ain't had no pride, I ain't had nothing. Legs are going, everything is going, no one's getting enough nothing. Guy comes up, offers me a fight. Big deal. Want to fight the fight? Yeah, I'll fight the big fight. I wouldn't want to fight that big fight. It was gonna happen to me. I want to get that. I want to get that. Et voilà, nous y sommes. Vous allez à présent connaître mon film préféré. Numéro 1. « 500 jours ensemble » de Mark Webb. Ce film est tout simplement parfait. Tout ce que j'aime dans le cinéma réuni en un seul film. On suit l'histoire de Tom, un jeune random qui a abandonné sa carrière d'architecte pour bosser dans une entreprise de cartes de vœux. Un jour débarque Summer, une fille pétillante et pleine de vie dont il tombera fou amoureux. On suit l'évolution de leur relation à travers une chronologie déconstruite mais toujours logique, passant par exemple du jour 289 au jour 3. Ce film me touche profondément car il sait délivrer l'émotion à son état le plus pur mais à la fois le plus simple. Sans user d'artifices inutiles, 500 Days of Summer dépeint l'histoire d'un couple parmi tant d'autres, qui n'a rien de particulier, qui n'est pas un conte de fées et qui n'a d'unique que tous les petits moments partagés entre deux personnes. En bref, le film raconte l'histoire d'un couple normal, une relation comme chacun en a déjà vécu ou comme chacun sera amené à en vivre. Tom voit en Summer l'amour de sa vie, quand Summer voit en Tom une relation qui aura valu le coup mais qui ne sera jamais l'accomplissement amoureux de sa vie. Le film est cinglant de vérité et il m'a touché juste là où il fallait, au moment où il fallait. Clairement, c'est un film à voir absolument au lendemain d'une rupture amoureuse. Et ne pensez pas que je vous ai tout gâché, hein, croyez-moi, rien ne pourra vous ôter le plaisir de voir cette perle, si tant est que vous soyez un minimum réceptif au film sur l'amour. Et encore, je ne suis pas particulièrement fan des comédies romantiques, mais celle-ci est la meilleure, tout simplement parce que c'est plus qu'une comédie romantique. Je pourrais parler de l'habile et subtile mise en scène ou encore des interprétations de Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel tout simplement parfaits dans leur rôle.
mais ce serait inutile. La seule chose à dire, c'est qu'il faut que vous voyez cette pépite. Here's something that you wrote last week. Roses are red, violets are blue. Fuck you, whore. Now, most shoppers at Valentine's Day... Mr. Vance, are you firing me? No. No. Relax, Hanson. You're one of the good ones. Thank you. Thank you. We've been stuck on this for an hour. How about... I love us. Eh bien ça y est, vous avez ma liste ultime. Je vous conseille de voir tous ces films, si ce n'est déjà fait, et pourquoi pas me donner votre avis sur ceux-ci dans les commentaires. Je n'attends pas de jugement sur mon top, il reste très personnel et établi en fonction de mon ressenti. Cependant, c'est avec un très grand plaisir que je lirai vos tops dans les commentaires. Allez au cinéma, regardez des films toujours plus, soyez toujours curieux et orientez-vous toujours vers de nouveaux types de cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut.